J'ai la chance de pouvoir vous présenter une partie de ce binôme puisque madame Leigo est clinicienne psychothérapeute depuis quelques années. Depuis 8 ans, elle est psychologue référente à la CUMP de l'Ille-et-Vilaine et aussi de la zone. Elle fait partie de cette task force médico-psychologique depuis peu aussi. Son curriculum nous ferait tous rougir. En tout cas, elle a de grandes compétences, ça c'est pour vous, dédicace. En tout cas, elle est là avec une surprise pour nous, puisque vous voyez, elle n'est pas deux, elle est seule, ce qui est pour une psychologue clinicienne parfois compliqué aussi. Mais à vous, pour la suite, avec lui. Merci beaucoup. Alors, pour faire la transition avec la clinique de l'incertitude, effectivement, en CUMP, on est aussi confronté à cette clinique-là. Et donc, parfois, on est confronté à un contexte qui va nous amener à cette incertitude. On travaille non pas dans l'urgence, mais avec l'urgence. Et donc, le contexte fait qu'aujourd'hui, effectivement, on devait être deux. Je devais être avec le docteur David Travers, qui, malheureusement, ne pouvait pas être présent parmi nous aujourd'hui. Et donc, nous avons fait preuve de créativité après échange avec la régie. Et donc, on a pris notre courage à deux mains. On s'est adapté grâce à la flexibilité. Et on a trouvé une autre façon d'intervenir de manière plus confortable. Donc, je suis heureuse de vous présenter le docteur David Travers, qui vient nous rejoindre, du coup, en visio, qui est le médecin coordinateur donc, de la CUMP au niveau départemental, mais aussi la particularité de la CUMP à Rennes, c'est qu'elle est aussi régionale et également zonale, et il est également responsable de toute la filière aiguë de psychiatrie. Alors pour trouver plus de confort, on a décidé du coup que ce serait lui qui allait vous présenter finalement la et moi j'aurai le plaisir de vous retrouver pour les questions. Merci. Effectivement, merci beaucoup à l'organisation technique pour les essais antérieurement et toute la proposition de la solution. N'hésitez pas à me faire signe s'il y a un souci, mais de mon point de vue, tout fonctionne comme on avait prévu. Je suis un peu dégoûté de ne pas être avec vous, pour tout vous dire, mais j'ai pas le choix. C'est quand même un peu paradoxal qu'un local de l'étape soit en visio, mais c'est ainsi. Merci Yannick, merci Carole, pour nous accueillir. Merci à Sylvia, et à tout le comité scientifique de nous avoir proposé d'intervenir. On n'a pas de conflit d'intérêt pour la présentation qui vient. Je n'ai pas fait de diapo, mais je vous promets, que c'est le cas. Alors, je vais faire une transition avec, ce qu'a dit Nicolas assez facilement, pardon, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de sujets d'incertitude dans la gestion de crise et donc dans les interventions de crise et donc dans les interventions de CUM qui sont par définition normalement dans des moments très aigus et donc il va y avoir beaucoup de liens avec ce qui a déjà été dit, je pense. La technique avait tout prévu sauf l'économisateur d'écran. Voilà. Pardon, c'était celle-ci. Hop. Donc, deux diapos très courtes pour contextualiser, puis ensuite je parlerai vraiment du cœur de métier des CUMP, et puis je vais me focaliser, puisqu'on est au colloque des CESU, sur la question des volontaires des CUMP et de comment est-ce qu'on les aide à se sentir bien, à être bien formés et à être dans un cadre rassurant pour fonctionner. Je vous rappelle, ou je vous l'apprends pour certains, et c'est normal parce que ce n'est pas forcément évident, qu'il y a effectivement 3 niveaux au CUMP, aux cellules d'urgence médico-psychologique. Le niveau départemental qui est le cœur de réacteur des actions CUMP, hein, les interventions. Il y a un niveau régional et un niveau zonal, le régional couvrant les départements, le zonal couvrant les régions. Mais les niveaux zonal et régional, comme pour beaucoup d'autres dispositifs sanitaires en France, sont là plutôt pour de la coordination, de l'organisation et d'autres missions éventuellement, mais ce n'est pas le cadre d'aujourd'hui. Et il faut savoir que c'est dans les CUMP uniquement ce niveau-là qui a des moyens humains, des ETP, médicaux, psychos et infirmiers, et que finalement le cœur de réacteur de l'action du quotidien n'a aucun moyen financier, ou quasiment aucun. Désormais, il y a un 0,2 ETP médical depuis très peu de temps, qui est en train de se mettre en place, qui n'est pas forcément installé partout. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'action du quotidien est basée quasi exclusivement sur du volontariat pour un système qui est supposé être mobilisable 24/24, 7/7. Donc c'est quand même un modèle très particulier. Je vous invite d'ailleurs à vous en rappeler quand elle est sollicitée. Ah non, pardon, j'ai des réflexes de PowerPoint de quotidien, mais il faut que j'utilise un autre dispositif.
Une autre chose très importante que je voulais rappeler, qui est un peu un des éléments importants de la présentation, c'est que les CUMP ont été, depuis 2015 et le début d'une vague assez dramatique d'événements, notamment les attentats, mais aussi la catastrophe climatique, hein, de l'ouragan Irma, euh, très sollicités, et ont été tellement sollicités qu'elles ont eu besoin, pour la première fois de leur existence depuis 95-2000, de faire appel à du renfort national. C'est-à-dire que l'ensemble des CUM départementales sont venus aider à Paris, à Nice, aux Antilles et ainsi de suite, et que ça a mis à jour beaucoup de difficultés, beaucoup hétérogénéité qui était forcément liée au fait que les CUMP, puisqu'elles sont départementales basées sur du volontariat, se sont construites au fil de l'eau par des volontés locales et par des capacités locales variables en quantité de volontaires, en déploiement d'énergie et de possibilités de déployer des choses localement à 0 € encore une fois, et que tout ça était très hétérogène. Et que, je ne vais pas du tout détailler la diapo, depuis 2015, de manière extrêmement récurrente, se sont posées plein de questions, parfois organisationnelles, parfois purement protocolaires, parfois dans l'extension de qu'est-ce que sont les CUP et de qu'est-ce qu'elles doivent faire, et qui ont fait, et je vous assure que chaque brique est une réalité depuis 2015 de travail, elles ont développé de plus en plus de choses. On a réfléchi à quel est le cœur de métier, les impliqués, qui sont les impliqués. On a réfléchi à une fiche unique, hein, d'entretien, d'entretien pour les personnes concernées. Et puis, on a aussi pensé à des tas de référentiels de fonctionnement, de formation, etc. Mais aussi à étendre nos fonctions. Et désormais, et depuis peu, les CUP ont pour mission, avant d'intervenir, eh bien, de réguler les institutionnels, par exemple, qui sont en difficulté dans la gestion de crise alors qu'ils vivent un événement à potentiel traumatique. Alors, qu'est-ce que font les CUMP? Eh bien, vous le savez, c'est la prise en charge médico-psychologique immédiate, post-immédiate des victimes de catastrophes, plutôt dans des contextes d'événements évidemment d'ampleur et avec des événements susceptibles d'entraîner des répercussions psychologiques. Pourquoi faire? Eh bien, pour prévenir, réduire ou traiter les blessures psychiques, bien sûr. Alors, au-delà de cette définition très factuelle des textes, que font les CUP? Eh bien, au niveau départemental, dans le cœur de métier, encore une fois, du déploiement, elles régulent les sollicitations. Je fais une parenthèse, mais elle est extrêmement importante et vous êtes un public cible extrêmement important aussi sur ce sujet-là. On parle toujours, depuis toujours, du déclenchement des CUP, mais le déclenchement des CUP correspond en fait à leur sollicitation. Et ensuite, il faut que dans un trinôme CUP, SAMU et institutionnel, entre guillemets, du lieu où se passe le drame, on décide ensemble, à partir d'une évaluation un peu plus fine, de ce que l'on va faire, CUMP, pas CUMP, et si CUMP, immédiat, post-immédiat, différé. L'intervention elle-même, eh bien, il s'agit des maraudes, donc de déambuler de manière informelle et de réguler de manière informelle des choses dans des groupes peu ou pas touchés, mais il s'agit aussi de faire des entretiens individuels, des groupes de diffusing en immédiat, de débriefing en décalé. Il s'agit aussi pour les CUM de faire des consultations psychotrauma, programmées, celles-ci, dans un cadre, je vous le rappelle, où personne n'est installé à la CUM en tant que ETP fonctionnel. Donc ce sont des consultations psychotrauma qu'on développe de manière programmée, avec les ETP existants pour les CUM régionales, mais ces ETP sont censés plutôt faire de la coordination de la consultation, et avec les volontaires, surtout par ailleurs aussi dans toutes les autres CUM. On fait de la régulation téléphonique de gestion de crise, bien sûr, qui permettent d'écouter, d'aider à penser, de conseiller sur le volet sanitaire et psychiatrique et émotionnel, les institutionnels, et tout ça, ce sont les missions des CUM départementales. Enfin, et c'est le sujet aussi d'aujourd'hui, l'animation, tant dans la formation que dans le partage de pratiques, la capacité à générer des renforts régionaux, zonaux ou nationaux, et bien sûr la capacité d'intervenir au niveau international avec l'ensemble des CUM de France font partie des missions des CUM régionales et zonales. Les actions des CUMP, c'est, je l'ai déjà dit, d'intervenir, comme on l'a dit, c'est auprès de quel public on l'a pensé, ça, et il s'agit d'intervenir auprès des blessés physiques et psychiques, mais auprès des impliqués directs que sont les non-blessés mais présents dans la situation, auprès des impliqués indirects que sont les plus proches des impliqués directs et des blessés physiques et psychiques, en ayant quand même une réflexion sur les impliqués indirects pour ne pas déborder trop loin.
Et enfin, et ça a été dans les briques que j'évoquais dans ma deuxième diapo de toute la réflexion et de l'avancée des CUM depuis 2015, d'intervenir auprès des intervenants soignants et non soignants qui se retrouvent de fait les soignants de leur métier, mais aussi par une espèce d'opportunité, excusez-moi du terme mal choisi, du moment, pour des intervenants non soignants dans des contextes de catastrophe. Je peux par exemple évoquer les chauffeurs de taxi à Nice qui ont fait des maraudes, des norias, pardon, pour ramener des gens à l'hôpital. On pourrait parler des mêmes journalistes qui couvraient par exemple la promenade des Anglais ce soir-là, jour de feu d'artifice, et qui se sont retrouvés non pas seulement témoins, mais acteurs de quelque chose dans l'ordre de la gestion du moment sur la promenade des Anglais. Ce que ne fait pas la CUMP, c'est dans le cadre rouge, c'est qu'elle n'a pas vocation à intervenir sur les événements dits négatifs, et on voit qu'on glisse très largement sur événements de vie négatifs égale événements de vie à potentiel traumatique, ce qui n'est pas le cas. Nous ne sommes pas là pour réguler des émotions négatives physiologiques. Hein. Pleurer dans un moment extrêmement difficile est juste normal. Nous ne sommes pas là pour restaurer de la cohésion sociale. Nous ne devrions pas être là plutôt pour ça. Et pour d'autres points, mais je passerai parce que ça n'est pas le cadre complet, mais la diapo est complète et le diaporama pourrait vous être diffusé. Alors, dans quel modèle est placé le volontaire? Eh bien, c'est une sollicitation particulière parce qu'elle est rare. Par exemple, dans la CUM d'Ille-et-Vilaine, nous avons une centaine de volontaires. Les déplacements sont rares, évidemment, puisque d'abord les situations à potentiel traumatique ne sont pas le quotidien, d'une part. Et d'autre part, l'intervention immédiate n'est pas le quotidien dans ce fait déjà rare des événements traumatiques. Et en plus, on a 100 volontaires. Donc les volontaires interviennent potentiellement, rarement, voire très rarement. La sollicitation, elle est aussi particulière parce qu'elle a un côté immédiat. Alors l'immédiat dans les CUM, c'est quelques heures, hein, puisqu'il faut trouver les volontaires, et cetera. Et donc, c'est pas la temporalité classique, on va dire comme ça, de la psychiatrie. C'est un exercice particulier parce que, c'est une équipe qui va intervenir, mais ça n'est pas une équipe qui travaille ensemble, contrairement à toutes les équipes classiques dans nos systèmes de soins. Et que donc il faut créer des dispositifs, des outils pour que cette équipe créée sur l'instant ait un sentiment d'appartenance de l'équipe elle-même qui va la protéger et lui permettre de bien travailler. C'est un cadre particulier d'intervention parce qu'évidemment, on intervient n'importe comment, n'importe où, en s'adaptant, y compris dans des conditions extrêmement inhabituelles de travail et d'entretien psychiatrique, psychologique. C'est aussi un cadre très particulier parce que les volontaires sont mis à l'horizontale dans le système. Les médecins, les psychologues, les infirmiers, les cadres qui sont volontaires ont tous le même niveau de compétences en dehors de la prescription et du certificat médical pour voir les impliqués. Et que ça, c'est un modèle très particulier qui peut déstabiliser certains volontaires, les mettre en inquiétude, en incertitude, en doute sur leur capacité, à nous de les former pour être au mieux dans ce contexte-là. Et enfin, c'est un exercice particulier parce que c'est un peu leur métier de base, la psychiatrie, tout en n'étant pas complètement leur métier de base, parce qu'il y a des particularités à l'entretien médico-psychologique sur les impliqués qui viennent d'être exposés ou qui ont été exposés dans les jours ou semaines précédentes à un événement traumatique, notamment le réancrage dans le réel, notamment des précautions très importantes rhétoriques hein, sur ce qu'on arrive à comprendre de ce que nous raconte l'impliqué, de jamais se mettre à sa place, de faire très attention sur ben oui, je sais ou oui, je comprends, parce que l'exposition à un événement traumatique est ultra singulier et on ne peut pas, en aucun cas, se mettre à la place de quelqu'un qui a vécu un événement type attentat ou catastrophe. Enfin, c'est très particulier parce que très souvent, dans les CUMP et très majoritairement, pardon, on voit des gens qui ne sont pas et qui ne seront jamais malades au sens de la psychiatrie et au sens, de lié à l'événement traumatique lui-même. Ensuite, quels sont les enjeux pour le volontaire? Eh bien, c'est de fonctionner, correctement dans le cadre. Donc, avec sa mission d'évaluation, de prise en charge et de réorientation qui est cadrée, dans laquelle il est formé, mais qui est quand même particulière dans un moment pareil, de sa place et de ses interactions dans le dispositif médico-psychologique, certes qui est le nôtre, mais qui s'inscrit, je le disais tout à l'heure, dans un cadre qui se joue de manière extrêmement aléatoire en fonction des situations. On peut se retrouver à fonctionner dans un amphithéâtre, comme c'était le cas à Nice, ce qui est quand même un peu particulier pour faire des entretiens en face à face, chacun dans un coin de l'amphi.
ça peut être un gymnase prêté par une mairie, je pense à un exemple il y a quelque temps ici même, etc., etc., et qu'il faut savoir s'adapter, y compris, et ça c'est très intéressant, c'est comme ça qu'on pense la gestion de crise et qu'on doit apprendre à nos volontaires à penser la gestion de crise, à faire des compromis, mais pas tous les compromis non plus, mais aussi à savoir s'adapter sans arrêt et à savoir remettre sur vraiment son métier sur chaque situation. Évidemment, quel est l'enjeu? Il est un enjeu pour les patients de qualité et d'homogénéité des pratiques. Il faut qu'on soit capable de faire à peu près tous la même chose et il faut que chaque impliqué qui sera vu ait le même niveau d'entretien, d'écoute et de proposition derrière. Mais aussi, c'est un enjeu pour les équipes, puisqu'il faut un sentiment de contrôle interne pour travailler correctement. Sentiment de contrôle interne n'est en aucun cas incompatible avec la capacité à douter et la capacité à ressentir une certaine incertitude qu'évoquait Nicolas brillamment tout à l'heure, hein. Ça va complètement ensemble. C'est important pour les équipes d'avoir tout ça dans un cadre de protection contre le traumatisme vicariant par l'enchaînement des entretiens et l'enchaînement des équipes les unes derrière les autres. Et puis évidemment, c'est important d'être dans un cadre de compétences et il faut se rappeler d'une chose, c'est qu'il n'y a pas, plus dangereux, alors il y a sûrement plus dangereux, mais en tout cas, ça fait partie des éléments de dangerosité que de travailler dans un cadre dans lequel on ne se sent pas en compétence et que ça, c'est très important de penser les formations, de penser tous les dispositifs pour que les volontaires se sentent en compétence toujours et c'est très important. Et tout ça, évidemment, le dernier enjeu, c'est un enjeu de crédibilité pour les dispositifs CUMP. Et donc, pour aller au bout de ce que je voulais évoquer aujourd'hui, de ce que nous voulions évoquer avec Hélène, tout ça, ça nécessite un cadre qui permet aux volontaires de bien se sentir et donc de bien faire et donc de bien prendre en charge les impliqués. Et donc, qu'est-ce qu'on a mis en place autour de tout ça? Eh bien, ça part du national jusqu'au plus local. Et au niveau national, c'est que, je salue d'ailleurs l'énorme travail de nos référents nationaux, Nathalie Prieto, référente nationale, et François Ducrot, vice-référent, référent adjoint, pardon, mais aussi le travail que nous menions dans la section CUM du Collège national de l'urgence hospitalière. J'ai la chance d'y avoir été intégré pour travailler tout ça, et aussi désormais le tout frais réseau national des CUMP qui travaille à toute la structuration nationale. C'est aussi, vous le savez, puisque vous êtes au CESU, des formations incontournables depuis longtemps, mais qui ont été extrêmement harmonisées depuis 2015 et qui sont désormais intégrées à la FGSU. Tout le monde le sait dans la salle, donc je passe, avec une base cognitive très importante qui va de l'organisationnel à la psychiatrie précise, mais aussi un travail depuis toujours. La psychiatrie a été monsieur Jourdain de la simulation historique, puisque ça fait très longtemps, dans le cadre de l'entretien psychiatrique, qu'on fait des jeux de rôle qui sont désormais en train de devenir de la simulation d'entretien. Ça passe aussi bien sûr par, c'est pas sur la diapo, mais je tiens à le dire, des documents de référence qui permettent aux gens de s'ancrer dans le fond calmement chez eux quand ils veulent retravailler leur base de volontariat, mais aussi sur le moment même, par le biais, par exemple, de fiches réflexes, par le biais de petites fiches recto verso qu'on a créées, par exemple, dans la CUMP, qui sont utilisées à l'échelle de la Bretagne et de la zone, qui permettent aux volontaires de se remettre dans le cadre de l'exercice et de quelques fondamentaux dont on veut qu'ils se rappellent à chaque fois qu'il va intervenir. Et donc d'avoir des documents de synthèse qui permettent de travailler. Je suis un fervent défenseur de la formalisation de la pratique, de la pensée, les métacognitions, comme les évoquait Nicolas tout à l'heure, de penser la pratique et évidemment d'écrire aussi ce que l'on pense de la pratique, d'écrire cette pratique les uns et les autres, nous permettant d'alimenter. Le document alimente la pratique alimente le document, la pensée alimente la pratique et inversement. Tout ça dans une boucle sans fin. Et bien sûr, sans arrêt remise sur le travail. Ça passe par des exercices internes à la CUM, mais des exercices aussi généraux. C'est important pour les CUM de participer aux exercices plus larges. Ça passe par une action sur place qui est désormais très formalisée, encadrée par un coordonnateur, et nous développons des formations pour les coordonnateurs. Ça passe par un briefing pré-action et un rétex systématique, avant, après. Et par exemple, on revient dans les briefings préalables à l'action, le temps de se regrouper, le temps d'aller sur site, sur le fait que, attention, on va être en mode gestion de crise,
Attention, tout ce qui est dit jusque-là peut être remis complètement à zéro, c'est le principe de la crise. Attention aux mauvaises informations, savoir se déclarer pas bien, en difficulté et se retirer de l'action. C'est une force et pas du tout une faiblesse. Et on le rappelle à chacun et on l'enseigne pendant les formations et on le redit pendant les briefings. C'est extrêmement important. Et enfin, le cas, ça passe par des réunions régulières des volontaires dans chaque CUM départementale et aussi à une échelle plus large. Et on a tenu il y a 3 semaines de ça la réunion bisannuelle des volontaires de la zone ouest. On était très heureux de travailler, y compris avec des gens des SAMU de la zone, avec 200 participants dans la salle, à penser notre fonctionnement. Enfin, je termine avec cette diapo. Évidemment, il s'agit, pour toutes les raisons que j'évoquais, de penser la question des professionnels non CUMP, certes dans les interventions où est la CUMP, mais aussi dans les renforts que peuvent faire les professionnels non CUMP. Et je pense à l'exemple extrêmement parlant, il y a 1 an et demi, des renforts sanitaires Covid, de Réa notamment, qui sont partis outre-mer pour aider les collègues qui étaient débordés par la vague Covid et les drames qui se passaient là-bas. On a vu à quel point partir en tant que volontaire sur des missions comme cela était particulier, était difficile, pouvait être dangereux même pour les personnes, il faut le dire, alors même qu'elles n'avaient pas été formées au volontariat et à quelques principes de gestion de crise, et alors même que les volontaires se sont retrouvés à faire leur métier, d'une part, mais aussi à devoir vivre des choses inattendues et l'inattendu fait partie de la crise. Il faut s'attendre à l'inattendu, comme on le dit dans les formations, et ne pas avoir en préalable pensé au fait qu'on risquait d'avoir de l'inattendu est dangereux et expose des gens à beaucoup de difficultés. Donc, les situations de crise et les situations traumatiques peuvent être traumatisantes pour les intervenants. Il faut être très attentif à ça, soit par la situation elle-même, soit par la répétition des situations. C'est ce qu'on appelle le traumatisme vicariant. Et donc, bien sûr, on pense que les formations qui ont été développées pour le volontariat CUMP devraient être utiles pour le volontariat tout court et peuvent être aidantes par ailleurs pour les actions en SSE, en situation sanitaire exceptionnelle, pour l'ensemble des intervenants, bien sûr. Et que donc, il s'agit de penser à tout ça. Enfin, il s'agit de penser à la prise en charge CUMP des professionnels exposés. Et ça, désormais, ce sont des choses qui peuvent se faire avec les CUMP, mais aussi avec d'autres dispositifs qui existent dans d'autres cadres. Et comme d'habitude, les CUMP ne se substituent pas à des dispositifs existants. Certains SAMU, certaines urgences, certains hôpitaux ont déployé des dispositifs internes de régulation post-situation complexe, et les CUMP n'ont pas forcément vocation à venir prendre leur place. Elles peuvent les aider, et s'il n'y a pas de dispositif, elles peuvent prendre effectivement cette place-là. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions, mon voisin me glissait à l'oreille comme quoi les psychiatres peuvent parler moins que les autres. C'est pas chic. C'est Yannick, ça. Voilà. Je ne sais pas comment vous l'avez reconnu, mais voilà. Est-ce que vous avez des questions, justement, puisque la mission a été partagée en deux? Est-ce que vous avez des questions pour Madame Leigo? Alors, la CUM, c'est rentré un peu dans nos mœurs depuis maintenant quelques années. Même si au début, elle nous étonnait, on ne savait pas trop quoi en faire. Mais je vous parle de ça parce que je suis un peu vieille maintenant. Mais elle est maintenant mobilisable et on le voit tant sur les exercices que dans la réalité professionnelle. Ce sont devenus pour nous de vrais partenaires de la prise en charge des patients et surtout des impliqués. Alors nous sommes toujours hésitants en tant qu'intervenants de bénéficier de vos compétences en tant qu'urgentiste, qu'on soit infirmier ou médecin ou ambulancier ou même assistants de régulation médicaux qui recevons beaucoup d'appels et qui sont parfois plus déstabilisants. En tout cas, je pense que ce qu'on a pu entendre là, c'est de se dire aussi que finalement la CUMP, elle est faite aussi un peu pour nous, parce que des fois on s'en prend quand même plein lag et que finalement vous êtes formés aussi à nous prendre en charge nous, et vous l'avez redit là, et c'est plutôt une bonne chose. Effectivement, on peut vous accompagner, alors un peu au cas par cas, en fonction des situations, mais la période Covid nous a permis
aussi de découvrir qu'il y avait cette possibilité-là et on s'est mis à disposition finalement des services de santé pour accompagner tous les professionnels en fonction de ce qu'ils ont rencontré, aussi bien en intervention, j'ai envie de dire téléphonique, puisque nous avons pu mener des entretiens téléphoniques avec les gens quand ils revenaient des missions, mais aussi proposer quand c'était nécessaire des entretiens et des consultations individuelles, puisque nous sommes 2 psychologues à temps plein et une infirmière à temps plein en tant que permanente. Donc, au niveau des pubs téléphoniques, on a fait appel à nos volontaires pour nous aider, mais pour les consultations, elles ont été faites par les personnels permanents. Et on est, les 2 psychologues, nous sommes praticiennes EMDR, donc Eyes Movement, désensibilisation et reprocessing, qui est recommandé par l'OMS comme les thérapies cognitivo-comportementales. Donc voilà, on fait faire des mouvements des yeux ou des simulations bilatérales alternées. Ma collègue est également, donc Bénédicte Leborgne, est également formée à l'intégration du cycle de vie, qui n'est pas encore reconnu pour l'instant. Et notre collègue infirmière est formée à la thérapie mosaïque, qui est une thérapie de stabilisation émotionnelle qui est accessible aux infirmiers. En rappelant, je ne sais pas si on m'entend. Oui, oui, on vous entend toujours. Oui. En rappelant, j'insiste, parce que les gens sont de toute la France, bien sûr, présents dans la salle, que voilà, de bien rappeler que une grande partie des CUMP n'ont pas d'équipe avec du temps dédié. C'est extrêmement important et que l'hétérogénéité des propositions, excusez-moi, j'ai le soleil dans la figure, des propositions qui peuvent être faites, elle va dépendre aussi, et il faut avoir beaucoup d'empathie sur ce point-là quand même avec les collègues, des moyens dont ils disposent ou ne disposent pas. Les CUMP régionales ont un effet d'aubaine, quelque part, de la MIG qui leur permet d'avoir des moyens pour de la coordination, et que les moyens sont désormais, quand même, il faut être très honnête là-dessus, bien au-delà du temps de coordination, et que donc ça crée pour la CUMP départementale, siège de région, un effet d'aubaine pour avoir une équipe avec du temps littéralement dédié à ça. Pour les autres, c'est vraiment sur la base du volontariat et de toutes les forces vives de la santé mentale qui ont envie d'aider. Voilà. Donc il faut juste le rappeler pour que les collègues mettent ça en perspective en fonction de leur département. Merci pour ce complément d'information. Effectivement, on a tous des CUMP avec des organisations différentes, mais on trouve toujours en tout cas moyen de se faire aider. Mais vous êtes en Bretagne avec ce soleil ? Oui, alors comme vous aurez vu... Répondez pas, David, répondez pas. C'est quelqu'un qui, je rappelle, vient d'Amiens. Non, mais vous savez que, enfin, vous l'avez vu pendant la présentation, il y a eu 4 fois le soleil et 4 fois la pluie, en 20 minutes. C'est ça, il fait beau plusieurs fois par jour. C'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions avant d'accueillir notre prochaine interlocutrice? Non? Eh bien, en tout cas, merci 1000 fois à vous. Merci. Merci.